Bien, je dois dire que je suis assez surpris qu'on ait confié à un juriste la dernière intervention de cette matinée, si riche en professionnels, et que vient faire le droit dans cette approche-là. Première réflexion. Deuxième réflexion m'a donné un sujet, l'usager dans son parcours, ses attentes, ses besoins et ses droits. Et je dis toujours à mes étudiants, lors de mon premier cours, je dis, ils sont en doctorat, ils savent tout, et donc, je leur dis, vous savez, le droit, ça n'a rien de génial. Le droit, c'est quelque chose qui doit nous conduire à constater une situation et à permettre à un moment donné de l'évolution de la société à chacun de pouvoir vivre avec l'autre. En définitive, c'est ça, le droit. Et donc, je me suis dit, par rapport à ce sujet, avant d'aborder les problèmes juridiques, qui ne viendront que concrétiser les situations, pourquoi ce problème? Pourquoi se poser ce problème du parcours, se poser ce problème du parcours de la personne, de l'usager, dans ses attentes, ses besoins et ses droits? Et tout à l'heure, le dernier intervenant a évoqué ce problème. Effectivement, dans la loi de 2002, dans les lois de 2002, aussi bien dans la loi du 2 janvier 2002 de rénovation de l'action sociale que dans la loi du 4 mars 2002 sur le droit des patients, il faut quand même s'interroger pourquoi le législateur a considéré qu'il fallait rappeler des droits qui, en 2002, étaient déjà énoncés depuis 200 ans dans le Code civil. C'est parce qu'il y avait une nécessité, et qu'il y avait une nécessité de repositionner les choses, et il fallait donc appeler à la réflexion. Et c'est donc à cette réflexion, avant d'évoquer les problèmes de droit, que j'ai essayé de me soumettre. Et je me suis dit que poser la problématique du parcours nous oblige à prendre conscience d'une mutation fondamentale, dans la mesure où la notion de parcours impose forcément le recentrage sur la personne. On l'a dit tout à l'heure, l'usager au centre du dispositif de la prestation, comme si quand nous étions dans le secteur, quand j'étais dans le secteur en tant que directeur d'établissement et directeur général d'association, et comme vous tous d'ailleurs, on ne s'en préoccupait pas auparavant. Mais poser ce problème, c'est engager une véritable mutation aux conséquences multiples, me semble-t-il. D'abord, une mutation au regard de la personne en situation de handicap, de vulnérabilité et de ses besoins. Une mutation au regard des pratiques professionnelles et des prestations proposées, et une mutation au regard des organisations institutionnelles. Bien sûr, on va se positionner par rapport à la personne qui va être prise en toutes ses dimensions, dans sa globalité physique, humaine, sociale, et en alliant en permanence développement personnel et promotion sociale. Et donc c'est, me semble-t-il, la vision du parcours qui appelle capacité d'adaptation et réactivité, comme on l'évoque depuis ce matin, pour l'ensemble des acteurs, y compris pour la société, face à des processus de situations socio-économiques objectives. Et dans une sorte de recherche de sens, le parcours de vie induit obligatoirement, me semble-t-il, la notion de projet pour conceptualiser et maîtriser au mieux la démarche dans sa globalité et sa cohérence. Et donc, premier axe de réflexion, ça a été pour moi parcours de l'usager et projet de vie.
parcours, projet, trajectoire, tous ces termes sous-tendent une recherche de sens sur son devenir et sur sa destinée. Et la loi du 11 février 2005 porte ce concept qui s'impose progressivement dans tous les esprits au sein des établissements et services de l'action sociale et médico-sociale, et le projet de vie doit même trouver son espace entre projet associatif, projet d'établissement, projet de service, projet personnalisé, plan personnalisé de compensation, voire projet personnalisé de scolarisation. Et cette même loi présente le projet de vie comme incontournable en le mentionnant dans 10 articles et en précisant, je la cite, « Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulés par la personne elle-même ou à défaut avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis. » Et l'article 64 de cette loi précise que la maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie. Et comme l'a souligné la commission sénatoriale dans son rapport d'évaluation et d'application de la loi, l'individualisation totale de la prestation de compensation et l'évaluation des besoins en fonction du projet de vie des personnes constituent, disaient les sénateurs, une révolution pour les gestionnaires, car elle suppose de sortir de la logique uniquement administrative et comptable qui préside encore trop souvent au calcul des droits des personnes concernées. Il s'agit donc pour la personne de parvenir à un mode de vie intéressant à des fins de développement personnel et de promotion sociale. Et cela concerne toute personne aujourd'hui en situation de vulnérabilité ou de handicap, c'est-à-dire que l'on couvre par là tout le champ de l'action sociale et médico-sociale en adaptant le projet de vie à chaque spécificité. C'est donc pour ces personnes le moyen d'affirmer et de faire valoir leurs attentes auprès de leur environnement personnel et social. Tout projet de vie professionnel, vous le savez bien, s'inscrit et s'ordonne autour de 4 axes. La santé, l'activité professionnelle ou autre, le mode de vie, le placement à l'institution, le logement, le rythme de vie et les relations sociales, familiales, affectives, sexuelles, amicales, publiques. Et donc à partir de là, il s'agira de fixer ses attentes, de définir ses objectifs opératoires, de définir ses stratégies et ses modalités d'évaluation des effets obtenus. Et à ce niveau, l'implication de la personne est déterminante pour être acteur de son propre parcours de manière raisonnable face aux réalités de sa situation et de ses capacités. Personnes handicapées, vulnérables ou âgées dépendantes, elles peuvent être accompagnées de professionnels soignants, auxiliaires de vie, paramédicaux, etc., qui sont des agents de réalisation du projet de vie de la personne bénéficiaire. Comme cela a été déjà évoqué ce matin, à ce niveau, nous sommes obligés, pardonnez-moi, mais je suis un peu rapide, mais nous sommes obligés de nous poser la question de savoir comment concilier cette démarche et la logique institutionnelle de l'établissement ou du service social ou médico-social traditionnel. Il y a donc là un problème d'adéquation. Le concept de parcours et de projet de vie crée un processus complexifié qui renforce une démarche de coordination entre différents partenaires au travers de dispositifs souples et facilement adaptables au détriment
du cadre institutionnel traditionnel. Progressivement, le concept de plateforme de service apparaît et s'impose pour des raisons évidentes. La multiplication et la diversification des intervenants, l'intrication des dispositifs de soins, d'accompagnement, de scolarisation, d'accès à l'emploi, le recours grandissant aux services de droit commun, l'évolution des attentes des personnes et les progrès de l'inclusion, la pertinence à cibler les réponses et à faire du sur-mesure, la variabilité et l'instabilité des parcours en fonction des allers et retours propres aux caractéristiques des populations concernées et la nécessité de réduire les surcoûts imposés par des packages de prestations parfois supérieurs aux attentes réelles des bénéficiaires. Et dans cette situation de coordination, le prestataire concerné devra définir, en fonction du projet de vie de la personne, un projet personnalisé d'accompagnement. Nous le savons, ce projet personnalisé d'accompagnement devra tenir compte de 3 axes qui me paraissent majeurs: de l'appréciation de la situation de la personne bénéficiaire, de la proposition de préconisation et de la négociation, et du processus et des effets attendus, la coévaluation. Et manifestement, la démarche de projet personnalisé est susceptible de remettre en cause l'organisation institutionnelle traditionnelle qui fonctionne, nous venons de l'entendre, sur des standards, des horaires, des murs, des financements qui conditionnent son action. Et donc, la personnalisation de la prise en charge nécessite de partir des besoins et des attentes de la personne et non de lui proposer un fonctionnement et un emploi du temps auquel on lui demande d'adhérer. Et dont l'établissement ou le service peuvent être remis en cause, désinstitutionnalisés par la personnalisation de la prise en charge. Et au regard de la prise en charge individuelle et de son suivi, la fonction de référent, de coordinateur de parcours et de projet s'affirme de manière incontournable comme un véritable métier et un nouveau métier. Et cela participe, me semble-t-il, de la reconfiguration générale du paysage sanitaire, médico-social et social, dans laquelle la coordination se trouve être à la fois cause et conséquence d'une diversification de réponses et d'acteurs, la mise en place des maisons d'accueil, des maisons départementales du handicap, les contrats pluriannuels, les plateformes de services, tous les outils de la coopération que nous connaissons avec leurs avantages et leurs inconvénients. Et dans un tel contexte, face à cette évolution des modalités d'exercice des prises en charge, pour répondre aux besoins et aux attentes de la personne bénéficiaire, nous devons concilier la demande de l'usager, comme du patient dans le sanitaire, mais de l'usager client, et la préoccupation économique du financeur. Étatique ou territoriale, la puissance publique doit fournir des réponses de qualité et veiller à les contenir dans le cadre d'enveloppes budgétaires déterminées. La conciliation s'impose donc à tous les acteurs, mais elle appelle impérativement l'expérimentation, l'innovation, la recherche des dispositifs les plus adéquats dans l'utilisation optimale des ressources et la coopération des différents opérateurs. D'autres termes, parcours et territoire doivent se combiner pour anticiper le mouvement et se recentrer sur l'essentiel, l'état de la demande. Ceci d'autant plus que le cadre législatif et réglementaire du secteur sanitaire, médico-social et social nous conduit progressivement, mais irrémédiablement, vers cette conception des choses. Ce qui nous pose le problème de la loi et le parcours de l'usager. En positionnant
le patient ou l'usager au centre du dispositif de la prestation dans une approche globale de la personne, l'évolution sociétale et le législateur en conséquence consacrent la disparition du clivage strict entre le sanitaire, le médico-social et le social, instauré surtout et accentué par les lois, la loi hospitalière du 31 décembre 1970 et les lois du 30 juin 1975 d'orientation des handicapés et des institutions médico-sociales et sociales. C'est en 1995, dans une première approche spécifique de la question de l'autisme en France, que le décloisonnement s'amorce avec la circulaire du 27 avril 1995 relative à la prise en charge thérapeutique, pédagogique et éducative des enfants, adolescents et adultes atteints d'un syndrome autistique. Et la loi du 11 décembre 1996 relative aux institutions sociales et médico-sociales affirme l'accompagnement des personnes avec autisme en bénéficiant d'une prise en charge pluridisciplinaire adaptée qui tient compte des besoins et difficultés spécifiques. Puis, nous avons l'ensemble du bloc législatif de 2002, la loi du 2 janvier 2002, du 17 janvier 2002, du 4 mars 2002. Ces lois formalisent les droits fondamentaux des personnes accueillies et posent le principe d'un accompagnement individualisé de qualité par le biais du projet personnalisé d'accompagnement. Et la loi du 2 janvier 2002 décline dans son article 7 les droits de l'usager en reprenant le dispositif de l'arrêté du 8 septembre 2003 relatif à la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, dont l'article 3 énonce le droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté. Il dit ceci: la personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, à l'évolution de son état, dans la continuité des interventions. Le processus de prise en charge de la personne est donc clairement posé. Et si la loi du 11 février 2005 donne pour la première fois une définition du handicap, la circulaire du 8 mars 2005 relative à la politique de prise en charge des personnes atteintes d'autisme et de troubles envahissants de développement insiste sur les coopérations préconisées dans la circulaire de 1995 à travers l'hospitalisation des personnes. La coopération sanitaire et médico-sociale est évidente et est bien là. Et ce décloisonnement est véritablement concrétisé avec la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire du 21 juillet 2009. Ce texte consacre la volonté de cohérence de l'action sanitaire et médico-sociale. Le médico-social intègre le champ du sanitaire, la mise en place des agences régionales de santé, articulation et transversalité entre sanitaires et sociaux, réseaux de santé, équipes de territoire intervenant dans les différents établissements, garantie de la continuité des soins par une bonne coordination des prises en charge pluridisciplinaires dans le cadre du projet d'accompagnement personnalisé. Sur ces bases, le mouvement est enclenché et les textes y concourent comme les recommandations de la Haute Autorité de Santé. C'est notamment le décret du 20 mars 2009 qui impose aux MAS, aux femmes, aux SAMSA, une obligation de continuité de prise en charge à travers un conventionnement avec un établissement sanitaire pour garantir l'accompagnement. L'accompagnement des personnes dans leur globalité est ainsi en capacité de répondre aux situations d'urgence. C'est également le cas du plan autisme 2005-2007 ou 2008-2010, comme les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé, qui précise en 2010 qu'un projet personnalisé, cohérent et englobant souvent diverses modalités d'intervention ne peut se passer d'une coordination forte, d'échanges continus entre professionnels et donc d'un véritable partenariat entre services et établissements sur un territoire donné.
Tel est, mesdames et messieurs, rapidement brossé dans le temps imparti, le positionnement de l'usager dans son parcours. Par la reconnaissance de ses droits d'usager ou de patient, il devient le troisième pouvoir émergent face au pouvoir public et aux institutions prestataires de services. C'est un changement profond de son statut qui mute de l'usager ou du patient objet de droit à l'usager ou patient sujet de droit. Situation fondamentalement différente, dans laquelle il est reconnu en tant que personne, et nous l'avons vu ce matin en tant que citoyen. C'est une mutation culturelle qui oblige l'ensemble des acteurs de la prestation à s'adapter à cette évolution, et dans ce cas, puissance publique et institutions doivent passer d'une logique de placement indifférencié à une logique de placement individualisé. Composante essentielle de l'accompagnement et ou de la prise en charge, le projet personnalisé requiert, dans la spécificité, la complémentarité et la solidarité de l'équipe pluridisciplinaire, cohérence et globalité. Par là, les acteurs de la prise en charge, surtout institutionnels, sont conviés à une reconquête du sens et à un travail de mémoire dans le respect des protocoles individuels et de l'éthique professionnelle. La mutation qu'il impose est d'envergure, mais ne manque pas d'intérêt, car elle situe précisément l'usager, l'humain, au centre du dispositif de la prestation. Une fois encore, le temps est nécessaire à la gestion d'une telle rupture. L'avenir nous montrera la pertinence ou pas de ces réformes concordantes dans les domaines sanitaires, médico-social et social. Elles suscitent, comme toutes, autant de pessimisme que d'optimisme, surtout chez les acteurs institutionnels confrontés aux contraintes du quotidien et aux incertitudes de l'avenir. Et dans ce cas, comme toujours, souvent devant les réformes, l'espace est largement ouvert pour permettre à Candide et à Pangloss de poursuivre leur dialogue éternel, mais je suis convaincu que le mouvement est irrémédiable. Je vous remercie.